Il n'aurait jamais dû la sous-estimer. Pas elle. Pas aujourd'hui. La boisson sucrée glissa lentement sur ses boucles épaisses, perla sur son chemisier bleu marine impeccable et s'écrasa en silence sur les rapports imprimés qu'elle avait passé des nuits entières à préparer. Autour, les rires claquèrent comme des gifles. Mais elle ne bougea pas. Pas un mot, pas un cri. C'est dans cet instant figé que la vie de Kemi Adebanjo a basculé. C'était un vendredi après-midi dans une tour vitrée de Manhattan. L'équipe de com de l'agence Helix Strategies s'apprêtait à filer pour le week-end prolongé. Mais dans la salle de réunion 42B, il ne restait qu'une tension poisseuse, des regards complices et une jeune femme debout, trempée de Coca-Cola, humiliée en silence. « Oups, fallait bien rafraîchir tes idées de stagiaire », lança froidement Clara von Richter, la directrice créative, en laissant tomber la canette vide sur le bureau de Kemi. Autour, les éclats de voix se déchaînaient. « Regardez la quota diversité en train de se faire une douche sucrée », ricana Thomas Dupré, le coordinateur digital, tout en filmant la scène sur son iPhone dernier cri. Dans un coin, Léa Kim, l'assistante RH, tweetait déjà « Quand on embauche pour cocher des cases et pas pour les compétences, on dit la vérité. » Kemi, 29 ans, analyste marketing, unique femme noire de l'étage, restait droite. Immobile, pas de larmes, juste un silence glaçant, tendu, presque noble. « Tu sais ce qui cloche chez toi ?» souffla Clara en s'approchant, son parfum de luxe se mélangeant à l'odeur collante du soda. « Tu ne sais pas rester à ta place. Ce n'est pas ton monde ici. Ton diplôme de fac publique ne t'ouvrira jamais les bonnes portes. » La salle vitrée, d'habitude lieu de brainstorming et de slides PowerPoint, était devenue un théâtre de cruauté. Certains collègues détournaient les yeux, d'autres observaient, passifs. Personne n'intervenait. Kemi baissa légèrement les yeux, observa sa montre. Une Patek Philippe, élégante, discrète, que personne au bureau n'avait jamais remarquée. Clara s'enflamma. « Quoi, t'envoies un message à ton Uber pour fuir comme d'habitude ?» Thomas s'approcha avec son téléphone. « Où t'appelles ton mec du Bronx? Il a pris le métro ou il est venu en trottinette. » Léa éclata de rire. « C'est vrai, t'as pas le profil cadre, t'as le salaire d'une assistante et l'arrogance d'une PDG. » Ce que ces trois-là ignoraient, c'est que Kemi Adebanjo n'était pas celle qu'ils croyaient. Elle ne s'était pas contentée de travailler. Elle avait observé, écouté, documenté. Chaque insulte, chaque micro-agression, chaque regard en coin. Et ce jour-là, elle avait décidé d'appuyer sur le bouton. D'une voix posée, elle répondit « Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. » Clara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? T'as pris trop de sucre dans le cerveau? » Kemi sourit à peine. Elle consulta à nouveau sa montre. 15 minutes. Elle savait exactement ce qui allait arriver. Le dingue discret de l'ascenseur privé résonna dans l'open space. Celui que seuls les actionnaires de haut rang utilisaient. 3 agents de sécurité en sortirent, suivis d'un homme grand, à l'allure implacable. Costume Tom Ford, regard d'acier et présence qui faisait baisser les yeux à n'importe quel PDG. Kemi. Sa voix brisa le silence de l'open space. « Tout va bien? » Les moqueries moururent immédiatement. Les rires s'évanouirent. L'atmosphère bascula. Thomas baissa son téléphone. Léa devint livide. Clara cligna des yeux, incapable d'articuler un mot. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-elle chancelante. L'homme s'avança, se posta à côté de Kemi, l'enlaça légèrement par les épaules, protecteur, furieux. « Je suis Malik S. Adebanjo, président de Ma Capital Group et l'actionnaire principal de cette agence. » Silence. Complet. Kemi releva enfin la tête. Dans son regard ne brillait ni vengeance, ni rage, seulement une certitude froide. Le monde qu'on lui avait interdit, elle le contrôlait déjà de l'intérieur. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » Clara recula d'un pas. Son instinct, si affûté d'habitude pour humilier les autres, venait de capter quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elle pouvait contrôler. « Vous mentez », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Mais c'était déjà trop tard. L'un des agents de sécurité s'avança et tendit un badge officiel. Le logo de Ma Capital Group brillait en lettres argentées. L'autre présenta un document signé
Ordre d'exclusion immédiate pour comportement abusif et atteinte à la dignité humaine sur le lieu de travail. Thomas faillit lâcher son téléphone. Léa balbutia, incapable de trouver son souffle. « Attendez, quoi? Vous êtes mariée ?» bredouilla-t-elle en pointant Kémy du doigt. Kémy tourna doucement la tête vers elle. Depuis 3 ans, et dans ce silence suspendu, chaque détail prit un sens nouveau. La montre luxueuse, les absences discrètes, les rendez-vous en dehors de l'agence. Tout ce que l'équipe avait méprisé chez elle prenait désormais l'allure d'une tempête qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. Malik se pencha vers Clara, le regard tranchant. « Vous avez vu une femme noire discrète, issue d'un milieu modeste. Vous avez vu une cible. Moi, j'ai vu un génie, une stratège. » Il se tourna ensuite vers Kémy. « Tu veux que je les fasse virer tous les 3 maintenant ?» Elle hocha doucement la tête. « Non, pas encore. » Kémy attrapa calmement sa tablette sur la table. Un simple clic. Aussitôt, un écran géant se mit à projeter une présentation intitulée « Preuve de harcèlement moral et discriminatoire au sein d'Helix Strategies ». Clara devint livide. Thomas écarquilla les yeux. Léa recula d'un pas. L'écran défila lentement. Capture d'écran, message interne, enregistrement audio, vidéo. Clara riant pendant une réunion en disant « Je lui donne 2 mois avant qu'elle retourne bosser dans un fast-food. » Thomas écrivant dans un groupe Slack privé « Elle ressemble à une pub pour Quota. » Léa postant une story avec Kémy en arrière-plan « Quand la diversité mange seule pathétique. » Le personnel présent dans l'open space observait, pétrifié. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux, mais personne ne riait plus. « Vous vous êtes moqué de moi parce que je venais d'un quartier populaire. » Kémy avança vers l'écran, ses cheveux encore humides tombant sur ses épaules. « Vous m'avez piétiné en pensant que je n'avais personne pour me défendre. » Elle fit apparaître une nouvelle diapositive. Projet Orion, algorithme prédictif de stratégie marketing, créé par Kémy Adebanjo. Valeur estimée 38,4 millions d'euros. Un souffle d'étonnement parcourut la salle. « Ce projet que vous avez tenté de saboter, que vous avez traité de brouillon, continua-t-elle. Il appartient maintenant à ma capitale, et tous les bénéfices serviront à financer des bourses d'excellence pour des jeunes talents issus de la diversité. » Thomas tomba sur sa chaise. Léa, en larmes, tenta un dernier recours. « Mais j'ai une famille, des dettes, je voulais pas faire de mal. » Kémy s'arrêta devant elle, la fixa sans animosité, mais avec une fermeté glaciale. « Moi aussi, j'ai une famille. Ma mère est aide-soignante, mon père est chauffeur de bus. Ils se sont privés toute leur vie pour que j'aie une chance. Et vous avez craché dessus. » Elle se retourna vers l'Assemblée. « Vous m'avez vue comme une menace. Moi, je vous voyais comme une opportunité, celle de prouver qu'on peut réussir sans tricher, sans écraser les autres. » Puis elle se tourna vers Malik. « On procède. » Un dernier slide apparut. Décision du conseil d'administration, licenciement immédiat pour faute grave, Clara von Richter, Thomas Dupret, Léa Kim. Clara explosa. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est injuste. Vous détruisez ma carrière pour une erreur. » Kémy s'approcha d'elle, calme. « Non, ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Et maintenant, vous en payez le prix. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Kémy avait préparé bien plus qu'un licenciement. Elle n'avait jamais voulu se venger. Elle voulait changer les règles du jeu. Et la prochaine étape allait transformer l'entreprise, et bien au-delà. Le silence dans l'open space était devenu pesant, presque sacré. Un silence de fin du monde, ou de renaissance. Kémy, toujours debout devant l'écran géant, balayait l'assistance du regard. Elle ne cherchait pas la peur. Elle cherchait la vérité. Celle que trop de gens préféraient ignorer tant qu'elle n'explosait pas en pleine lumière. Et à cet instant, elle décida de tout faire exploser. « Pendant 6 mois, dit-elle en faisant défiler les diapositives, vous m'avez volé mes idées, minimisé mes analyses, effacé mon nom des projets. Vous m'avez traité comme si je n'existais pas. » Le projecteur afficha un document. Dossier de dépôt de brevet, projet Orion, Kémy Adebanjo, approuvé et certifié. Puis un autre, accord exclusif de licence Emma Capital Group, 100% des droits. Et enfin, une lettre. Création du fonds Adebanjo pour l'équité en technologie. Dotation initiale, 45 millions d'euros. Objectif, 1000 bourses pour jeunes talents issus des minorités d'ici 5 ans.
Les mots frappèrent comme des coups de tonnerre. Inattendu, irréversible. Vous pensiez me faire taire, mais chaque mot que vous avez prononcé contre moi m'a renforcé. Chaque humiliation m'a rendu plus stratège. Dans la salle, un homme se leva. C'était Paul-Antoine, le responsable informatique. Jusqu'à présent discret, il prit la parole d'une voix posée. Je veux que tu saches, Kémy, moi je t'ai toujours respecté. J'ai vu comment il t'isolait, mais j'ai eu peur de parler. J'ai honte. Elle le regarda sans colère. Ce n'est pas ton silence que je condamne, Paul-Antoine, c'est leur violence. Mais maintenant, tu as le choix. Rester complice ou devenir acteur du changement. Soudain, l'alarme de l'auditorium sonna. Non pas une urgence, un appel. Tous les employés furent invités à se rendre au 43e étage pour une réunion exceptionnelle de restructuration. Les murmures se propagèrent. Certains avaient compris, ce n'était plus une simple affaire d'agression au travail. C'était une refonte totale. Dans la salle de conférence du 43e, des dizaines d'employés prenaient place, stupéfaits. Au centre, Malik présidait. À sa droite, Kémy. À sa gauche, une équipe juridique. Et au fond, un immense écran s'alluma. Présentation confidentielle. Dossier ELIX, climat toxique, discrimination systémique, recommandation de réforme. Kémy prit la parole. Sa voix était calme, mais elle avait la gravité de ceux qu'on n'écoute jamais et qui prennent enfin le micro. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas un incident isolé. C'est un système qui valorise le conformisme, punit la différence et maquille l'exclusion derrière des mots comme performance ou culture d'entreprise. Une vidéo se lança. Des témoignages d'employés anonymes dénonçant les moqueries, les mises à l'écart, les promotions bloquées, des visages floutés, mais des douleurs authentiques. Clara, Thomas et Léa, toujours présents mais encadrés par la sécurité, n'étaient plus arrogants. Ils étaient face à leur reflet, et ils ne l'aimaient pas. Mais ce n'était que le début. Kémy appuya sur une touche. Une nouvelle slide s'afficha. Initiative équité 360°, refondation complète des processus RH, création d'un comité indépendant d'inclusion, audit externe obligatoire, formation anti-biais obligatoire pour tous les managers et publication annuelle d'un rapport de transparence. Puis elle ajouta « Et dès aujourd'hui, toute entreprise souhaitant travailler avec Emma Capital devra respecter cette charte. Sinon, elle perdra nos contrats. » Un choc, un avertissement, un tournant. Dans la salle, personne ne parlait, car tout le monde comprenait. Kémy ne s'était pas vengée. Elle avait élevé le combat. Elle avait transformé une gifle publique en politique d'avenir. Et ce qu'elle avait enclenché ici allait s'étendre bien au-delà de ces murs. Car il ne s'agissait plus d'elle, il s'agissait de tous les autres. Les murs d'Elix Strategies vibraient encore des révélations de la veille. Mais dehors, à Wall Street, c'était un autre genre de tremblement qui débutait. En moins de 48 heures, 3 multinationales avaient suspendu leur contrat avec l'agence. La raison? Un communiqué sec et tranchant signé Ma Capital Group. Zéro tolérance face aux discriminations systémiques. Nos partenaires doivent en être le reflet. Clara, Thomas et Léa furent escortés jusqu'à l'ascenseur des sorties définitives. Pas un mot, pas un regard. Leur badge désactivé, leur dossier remis dans des cartons, aucun retour possible. Mais la plus grande secousse n'était pas leur chute. C'était ce que Kémy avait déclenché. Dans les locaux de Ma Capital, une équipe de développeurs, de juristes et d'analystes planchait jour et nuit. Au cœur du dispositif, une application, discrète, puissante, prénommée EquiHire. Kémy prit place au centre de la salle de conférence. Cette fois, on ne se contente pas de punir, déclara-t-elle. On prévient, on détecte, on corrige. L'algorithme qu'elle avait conçu en secret pendant des mois, initialement pour analyser les tendances marketing, avait été adapté pour lire autre chose. Les biais raciaux, sexistes et discriminatoires présents dans les messageries internes, évaluation RH et même dans la répartition des promotions. Un mail anodin où une responsable écrivait « On cherche un profil plus corporate » pouvait désormais être analysé, recoupé et signalé comme un langage codé d'exclusion. Les premiers tests furent effrayants. Sur 500 entreprises analysées, 82% montraient des signes de discrimination passive. Le vrai problème n'est pas la haine, c'est l'habitude, murmura Kémy. Très vite, EquiHire attira l'attention. Apple, Google, Microsoft.
Les géants eux-mêmes demandèrent à rencontrer la créatrice. Pas pour l'acheter, pour la soutenir. Car Kemi avait posé la première brique d'un nouveau standard mondial. Mais la révolution ne s'arrêta pas là. À chaque euro récolté grâce à l'application, une part était automatiquement reversée au fonds Adebanjo pour l'équité en technologie. Des milliers de candidatures affluaient déjà. Des jeunes issus de banlieues françaises, du Bronx, de Soweto, de São Paulo, des talents écrasés par l'indifférence, qui voyaient enfin une porte s'ouvrir. Et pendant ce temps, le feu se propageait à l'intérieur même du monde des affaires. Des PDG convoqués par leurs actionnaires, des cabinets RH remis en cause, des employés jusque-là muets qui commençaient à parler, à témoigner, à dénoncer. Une onde de choc globale. Et au centre, une femme, jadis ridiculisée pour ses origines, ses cheveux naturels et son calme, désormais visionnaire d'un mouvement irréversible. Dans un bureau discret, Kemi et Malik observaient les courbes d'adoption EquiHire. Les chiffres grimpaient, les mails de remerciements affluaient, mais l'un d'eux, ce soir-là, fit taire toute la pièce. « Je m'appelle Adama. J'ai 17 ans. Je viens de banlieue nord. J'ai été acceptée au programme. Vous ne me connaissez pas, mais je voulais vous dire, grâce à vous, je me vois ingénieur. Pour la première fois, je me vois. » Kemi ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas seulement remporté un combat, elle avait ouvert une route, et la destination était bien plus grande qu'elle. 6 mois plus tard, l'auditorium du Metropolitan Opera de Manhattan affichait complet. Pas pour une représentation classique, mais pour une première mondiale, le lancement du documentaire Code Kemi, quand une humiliation déclenche une révolution. Les plus grands noms de la tech, du droit et des droits civiques étaient présents. En première ligne, les premiers boursiers du fonds Adebanjo, jeunes, brillants, venus des quartiers oubliés du monde entier, et maintenant élèves de Stanford, MIT ou Sciences Po. Puis, dans un silence majestueux, Kemi Adebanjo monta sur scène. Tailleur noir Armani, posture digne, visage lumineux. Elle n'était plus la jeune femme éclaboussée de Coca-Cola dans une salle de réunion hostile. Elle était l'architecte d'une ère nouvelle. Elle s'avança vers le micro. Quand ils m'ont jeté cette canette ce jour-là, ils croyaient m'humilier. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train d'arroser une graine de changement. Dans la salle, certains retenaient leurs larmes. Le documentaire dévoila alors ce que personne ne savait. Clara avait tenté de poursuivre Kemi pour diffamation. Ses propres avocats avaient abandonné le dossier en découvrant les preuves. Thomas, rejeté par 23 entreprises, travaillait maintenant comme coursier pour une appli. Léa vivait recluse, supprimée de tous ses réseaux, brisée par sa propre exposition. Mais la vengeance n'était pas le sujet. Ce qui comptait, c'était ce qui avait germé dans le chaos. EquiHire, l'application de détection des discriminations, avait été adoptée par 1200 entreprises dans le monde. Elle générait plus de 180 millions d'euros de revenus trimestriels, entièrement reversés au fonds Adebanjo. Les politiques publiques suivaient. L'ONU félicitait l'initiative. Les écoles formaient désormais à l'éthique algorithmique inspirée de son modèle. Et surtout, une nouvelle génération voyait en Kemi non pas une victime, mais une fondatrice. La salle se leva pour une standing ovation. Mais le moment le plus bouleversant arriva lorsque Marcus Adebanjo, le père de Kemi, ancien chauffeur de bus, aujourd'hui retraité, prit place à côté d'elle avec le trophée du prix Nobel de la paix, fraîchement remis à sa fille. « Ma fille a toujours été brillante, dit-il, les larmes aux yeux. Mais il ne voyait que sa couleur. Aujourd'hui, il voit enfin ce qu'elle est. » Les images montrèrent l'ancien bâtiment d'Helix Strategies, fermé, désert, avalé par sa propre honte. Il avait été racheté. À sa place se dressait désormais l'Institut Adebanjo pour la justice technologique. Un lieu où des centaines de jeunes issus de la diversité inventaient, programmaient, imaginaient un futur où plus personne ne serait réduit à son origine. La dernière phrase de Kemi ce soir-là fit le tour du monde. On me demande si c'était de la vengeance. Je réponds non. Ce que j'ai fait, c'est de la justice. La vengeance détruit. La justice construit. Et moi, j'ai utilisé chaque goutte de ce coca pour alimenter un système qui ne fera plus jamais taire ceux qu'on ne voulait pas écouter. Le lendemain, une adolescente du Bronx lui écrivit «
Madame Adebanjo, j'ai été acceptée dans votre programme. Je suis la première de ma famille à entrer à l'université. Merci de ne pas avoir abandonné ce jour-là. Kemi regarda son téléphone, émue. Elle se souvint de ses propres mots. Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. Et ils avaient eu raison. Si cette histoire t'a touché, inspiré ou donné envie de faire bouger les lignes, soutiens ce travail. Abonne-toi, active la cloche et partage autour de toi. Parce que parfois, il suffit d'une seule voix pour briser le silence. Et cette voix pourrait être la tienne.